Nous passons nos journées à moitié endormies et nos nuits à moitié éveillées. On flotte en permanence dans une zone grise de demi-anxiété. Est-ce que tu savais que ton nez est en lien direct avec tes parties génitales? Selon une estimation, environ 80% des personnes qui travaillent dans un bureau souffrent de ce que l'on a baptisé l'attention partielle continue, adoptant une respiration peu profonde et erratique. Cette vidéo s'adresse aux apprentis yogis, aux sportifs de haut niveau et de manière générale à toute personne qui cherche à acquérir le pouvoir de se réchauffer sur commande, d'élargir sa conscience, de vivre une vie plus longue et plus riche, de pouvoir contrôler son cœur et son système nerveux. C'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors restez attentifs jusqu'à la fin. Je vais vous révéler des pépites, vous n'êtes pas prêts. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut littéralement transformer votre vie. Pourquoi t'es épuisé quand tu cours? Pourquoi tu dors mal? Pourquoi tu te réveilles déshydraté? Pourquoi tu sens que tes capacités sont limitées? Pourquoi tu ronfles? Pourquoi tu te sens tout le temps épuisé? Pourquoi tu ressens de l'anxiété? On se questionne sur tout ça, mais on trouve pas vraiment de réponse. Et la chose sur laquelle on se questionne pas assez, c'est la respiration. On se questionne pas vraiment sur la respiration. On respire, c'est comme ça, c'est normal. Et si on respire, c'est parce qu'on est en vie. Et si on vit, c'est parce qu'on respire. Sauf quand on arrive dans un cours de yoga ou de pilates et on nous dit respirez comme ci, comme ça, respirez par le ventre, gonflez votre ventre. Et là, à ce moment, quand on commence à intellectualiser le truc, on n'arrive plus à respirer. On se dit oh là là, mais en fait, je sais pas respirer. Comment est-ce que je dois m'y prendre? Et c'est hyper troublant, hyper frustrant. C'est pour ça que dans mes cours, quand on me demande comment est-ce que je dois respirer, respirez comme vous voulez. À partir du moment où vous respirez par le nez, parce que je vais vous expliquer pour quelles raisons il ne faut surtout pas respirer par la bouche. C'est écrit dans ce livre et je vais vous détailler tout ça un peu plus loin. On va y aller chapitre par chapitre et je vais essayer de faire une synthèse. Je vais vous lire les moments que j'ai préférés. Alors vous voyez, il y a plein de petits post-it. C'est un livre qui m'a été recommandé par une amie qui s'appelle Sarah. Donc Sarah, si tu passes par là, j'ai enfin fini le livre. 8 mois après, 6 mois après, je sais pas trop, j'arrive pas à donner de capteur temporel à la durée de lecture. Je suis pas une lectrice qui dévore le livre. Je suis vraiment le type de personne qui lit un livre et qui va vraiment savourer et prendre le temps et prendre des notes. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment, j'ai étudié la chose et je prends tout le temps des notes, je vais faire des recherches. Donc en fait, quand je lis un livre, je mets vraiment un temps fou pour cette raison. Parce que je peux pas passer vite sur des sujets qui me marquent et je suis obligée de prendre des notes. J'ai des post-it à côté où je prends plein de notes. C'est pour ça que je mets 100 ans à lire un livre, surtout quand c'est des livres intéressants comme ça. Et le fait, c'est que je ne lis que des livres intéressants. Je lis pas beaucoup de romans. Alors bien que les romans soient aussi intéressants, mais là, on est vraiment sur un livre qui est aussi éducatif parce qu'au-delà de l'aspect, on vous raconte une histoire parce que c'est l'auteur du livre qui s'appelle James Nestor, qui est un journaliste scientifique qui relate son récit d'une expérience qu'il a vécue, donc une expérience scientifique pour analyser la respiration. Tout au long du livre, on parle de ça, c'est la trame, mais au milieu, il y a plein d'expériences, donc c'est vraiment un livre très très scientifique et c'est super intéressant, mais du coup voilà, ça se lit pas comme un roman où on enchaîne les pages. Sauf quand de base on est un scientifique et qu'on y comprend quelque chose. Moi personnellement, j'ai pas de notion scientifique, j'y connais rien, je vais jamais chez le médecin, je ne prends jamais de médicaments, donc mes connaissances dans le domaine sont extrêmement réduites. Raison pour laquelle j'ai mis 2 fois plus de temps, enfin 10 fois plus de temps que peut-être la moyenne des gens. Mais l'intérêt, c'est que j'en ai retenu pas mal de choses. Quand on commence à s'intéresser à la respiration, que ce soit dans le cadre de pratiques type pilates, yoga, qigong, tai chi, n'importe quelle pratique qui utilise la respiration, on commence à entendre pas mal de choses et il y a beaucoup de choses qui ressortent. On a la respiration alternée, on a la cohérence cardiaque, on a la respiration abdominale, la respiration thoracique. On commence même maintenant à entendre parler de méthodes, on entend parler de Wim Hof, on entend parler de plein de choses, mais stop, on remet tout au clair. Ici, on va vraiment y aller de manière stratégique et structurée. On va comprendre le pourquoi du comment. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livre parce que j'ai envie que vous lisiez et que vous preniez vous-même conscience de certaines choses. Je vais juste vous parler de ce qui m'a le plus marqué dans le livre, des passages que j'ai surlignés, des passages qui sont choquants, des passages qui sont surprenants, des passages qui sont dérangeants. Vraiment, il y a des expériences qui sont citées comme abominables. Vraiment, voilà, c'est tout ça qu'il y a dans ce livre et
on parle aussi de yoga sur la fin, puisqu'on parle de la respiration. Donc c'est très très intéressant. Donc si vous êtes des élèves de mes cours de yoga, vous allez voir, ça peut vous aider. Nous tenons généralement pour acquis, à nos risques et périls, que la respiration est un phénomène passif et binaire. Si vous respirez, vous vivez. Si vous cessez de respirer, vous mourrez. Or, la réalité est bien plus complexe. Voilà comment James Nestor introduit son livre. Quand on le lit, on se dit « Ok, risque et péril, déjà, ça donne le ton ». Donc James Nestor, c'est un journaliste scientifique qui a rédigé ce livre au travers d'une expérience qu'il a vécue pour étudier la respiration car il souffrait de problèmes respiratoires auxquels il ne trouvait pas de traitement médicaux. Il avait essayé plein de choses et du coup, il s'est dit qu'il allait étudier plus en profondeur sur lui-même pour voir quelles solutions il pouvait trouver. Donc, il découpe son livre en chapitres qui ont des thématiques vraiment, il décompose en fait le problème. Donc, ça part du nez, ça part du souffle et après, ça affine vers comment respirer, quel type de respiration adopter. Il présente différentes respirations, leur impact sur le système nerveux sympathique et parasympathique. On a voilà le côté aussi au niveau de la mâchoire, la structure du visage, c'est hyper intéressant. Un des passages qui m'a le plus marqué dans ce livre, ça va rester celui du chapitre 2 qui s'intitule « Respirer par la bouche ». À un moment donné, il cite une expérience qui a eu lieu dans les années 70, donc entre les années 70 et les années 80. C'est dans un laboratoire. Ils ont testé sur un groupe de singes la respiration parce que l'étude portait sur la respiration par la bouche. Quel impact a la respiration par la bouche? Et ils ont pris les singes, ils leur ont mis du silicone dans le nez. Donc ils leur ont totalement bouché le nez avec du silicone. Et ils ont étudié l'impact de cette respiration par la bouche sur les singes, qui du jour au lendemain n'avaient rien demandé et se sont fait boucher le nez avec du silicone. Donc ça, 2024, c'est fini, genre ça peut plus exister des trucs comme ça, du moins pas en France. Et le constat a été que le visage des singes s'est allongé vers le bas, la mâchoire s'est mise à pendre et il y a eu un rétrécissement de l'arcade dentaire. Donc là déjà, on vous présente les impacts sur un nez bouché à long terme. Donc ça, c'est le résultat sur les singes au bout de, devinez combien de temps? 6 mois. En 6 mois, le visage des singes s'est littéralement transformé parce qu'on leur a simplement bouché les narines et qu'ils n'ont respiré plus que par la bouche. Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce que vous vous dites pas, toutes les fois où j'ai le nez bouché en hiver, est-ce que mon corps se transforme? Alors, on est malade peut-être 5, 10, 15 jours, mais imaginez si votre état permanent, c'est de respirer par la bouche et que vous n'avez jamais respiré par le nez. Et là, vous comprenez, vous vous dites « Ah, mais les visages en fait que je vois, c'est peut-être… » En fait, moi, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit « Il y a un tel impact de la respiration sur la transformation du visage, donc vous le verrez même par la suite au niveau de la mâchoire, au niveau de la structure des dents, etc. » que maintenant, quand je vois des gens avec des visages longs, avec certains types de corps, je me dis « Oh, lui, potentiellement, il respire mal. » Je me fais des petits diagnostics quand je vois les gens dans la rue, mais en réalité… ça paraît fou. J'aurais jamais pensé qu'en 6 mois, un corps puisse se transformer à ce point. Donc on nous dit dans la suite du livre que finalement, après quelques mois de respiration à nouveau par le nez, parce qu'ils leur ont arraché le silicone, voilà, et leur visage s'est remis en place. N'est-ce pas aussi incroyable? Ça s'est déformé et ça s'est reformé. À quel point le corps est capable de dinguerie pour s'adapter à n'importe quoi. Il écrit « Respirer par la bouche modifie notre morphologie et celle de nos voies respiratoires pour le pire. L'air inspiré par la bouche nous arrive en pression moindre, ce qui entraîne un relâchement et un infléchissement vers l'intérieur des tissus mous au fond de notre gorge, en laissant moins de place pour respirer et c'est un cercle vicieux. Du coup, comme on arrive moins à respirer, du coup, on respire encore plus par la bouche et du coup, voilà, cercle vicieux. Quand on inspire par le nez, c'est l'inverse. L'air est vigoureusement projeté contre les tissus mous, ce qui élargit le passage et facilite la respiration. Au bout d'un certain temps, ces muscles et ces tissus sont tonifiés et conservent leur position ouverte. C'est un cycle vertueux. Et donc là, il en arrive à la conclusion que le fait de dormir la bouche ouverte accentue ces problèmes. Parce que chaque fois que nous posons la tête sur un oreiller, la gravité tire vers l'arrière les tissus mous de notre gorge et de notre langue. Et au bout d'un moment, ils s'habituent à cette position. Et c'est ainsi que le ronflement et l'apnée du sommeil deviennent la norme. Dans les pages qui suivent, il explique que la respiration par la bouche la nuit, il fait perdre 40%
d'hydratation en plus. Donc le corps est encore plus vite déshydraté. Donc quand on se réveille le matin, déjà on a cette sensation de déshydratation et si on dort avec la bouche ouverte, c'est encore pire parce que du coup, cette respiration a un réel impact sur tout ce qui se passe dans notre corps. Le constat, c'est quoi au niveau des apnées du sommeil? Selon une étude, 45% des adultes ronflent occasionnellement et pour un quart de la population, c'est des ronflements systématiques. Est-ce que c'est pas juste énorme? Au chapitre 3 qui s'intitule l'importance du nez, là on arrive dans un autre domaine où on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait des problématiques liées à la respiration. Je cite, « Le nez est un organe essentiel parce qu'il filtre l'air, le réchauffe et l'humidifie pour faciliter son absorption. La plupart des gens le savent. Ce qu'ils ignorent, c'est par exemple le rôle inattendu du nez dans des problèmes tels que les troubles de l'érection. C'est le fait qu'il peut déclencher un afflux d'hormones qui abaisse la tension artérielle et facilite la digestion. Le fait qu'il change en fonction des différentes phases du cycle menstruel et qu'il est capable de réguler la fréquence cardiaque. Il s'avère en effet que l'intérieur du nez est tapissé d'un tissu érectile tout à fait similaire à la chair qui constitue le pénis, le clitoris et les tétons. Oui, nous avons des érections nasales. En quelques secondes, notre nez peut lui aussi s'engorger de sang, grossir et se raidir. » Il poursuit en écrivant « Le nez est l'organe le plus intimement connecté à nos parties génitales. Quand l'un est stimulé, l'autre répond. Est-ce que vous le saviez ?» En dehors du fait que quand on renifle un parfum, ça peut avoir un impact, au niveau mécanique, j'étais totalement dans l'ignorance de ce fait avant de lire ça dans ce livre. Ensuite, dans les pages qui suivent, il fait un lien entre la respiration par une narine gauche d'une personne qui était en fait schizophrène. Ils ont analysé que ça pouvait avoir un impact par rapport à sa respiration par la narine gauche. Donc il fait tout un lien entre respirer par la narine gauche, respirer par la narine droite, le lien avec le cerveau gauche, le cerveau droit, la digestion, la relaxation. Donc c'est vrai que dans cette partie, c'est vraiment ciblé sur quel impact le nez a par rapport à la respiration. Super intéressant. D'ailleurs, sur respiration narine gauche, narine droite, voilà, là il fait tout un lien entre système sympathique, parasympathique. Il y a une narine qui active l'un, une narine qui active l'autre. Il y a une respiration qui s'appelle Nadi Shodhana. Je vous la mettrai dans la playlist sur la respiration. Je vous présenterai cette respiration et je vous ferai des exercices pratiques car elle est incroyable pour pouvoir vraiment se relaxer et réguler son système nerveux. Donc, allez checker quand elle sortira. Abonnez-vous pour avoir la notif quand la vidéo sortira. Et ça sort très très vite, c'est promis. Dans le chapitre 4 qui s'intitule « Le souffle », il nous explique pas mal de choses et notamment le fait que la capacité de nos poumons n'est pas figée. Et on peut toujours améliorer la capacité des poumons. Donc ça, c'est bien, c'est rassurant quand on se dit « bon, bah ça fait tant d'années que j'ai telle mauvaise habitude. » En fait, il n'est pas trop tard pour pouvoir travailler sur sa capacité pulmonaire. Il note notamment, on sait maintenant que l'effort physique modéré, tel que la marche ou le vélo, permet d'augmenter la taille des poumons de 15%. Donc l'activité qu'on fait a un réel impact sur nos poumons. C'est pour ça, vous êtes jeune, vous êtes en pleine santé, n'attendez pas d'avoir des problèmes pour pouvoir vous activer, faire du sport. Faites des sports à différentes intensités, que ce soit des sports doux comme des sports dynamiques, parce que vous le verrez plus loin, chaque sport a sa respiration et chaque respiration a son impact sur le corps. Donc vraiment, il faut varier. On peut avoir une passion qui prédomine, mais vraiment varier les activités parce que du coup, si vous variez, vous allez décupler vos capacités dans tous les domaines. Et c'est super intéressant. Il explique aussi dans ce chapitre que le diaphragme est considéré comme notre deuxième cœur. Donc le diaphragme, c'est vraiment le muscle qui est sous nos côtes et qui permet de faire ces appels d'air quand on respire et qui peut souvent être très contracté parce que on est toujours avachi et parce qu'on est toujours très stressé. Donc vraiment le diaphragme, c'est considéré comme notre deuxième cœur selon lui dans le livre. Il souligne aussi dans ce chapitre l'importance de l'expiration complète. C'est vrai qu'on a l'habitude de respirer au fil de ce qu'on peut et on va rarement dans notre quotidien au maximum de notre inspi et au maximum de notre expi. C'est pour ça que dans les cours de yoga, quand on commence la pratique, je vous fais toujours prendre des profondes inspirations jusqu'au max et des profondes expirations jusqu'à votre max. Et puis ensuite, on fait généralement une respiration qui est lente et profonde parce que vraiment, ça permet de se reconnecter à sa capacité respiratoire qu'on a tendance à mettre de côté dans nos quotidiens. C'est normal, hein, on est préoccupé par plein de choses, donc on oublie de bien respirer.
comme je citais au tout début, on est systématiquement dans un état d'attention partielle continue. Donc vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. On est attentif, mais partiellement et en continu. Donc on est toujours en train de faire quelque chose, mais attentif à autre chose. Donc à l'intérieur de nous, on n'est absolument pas connecté. Et tout ça, c'est secondaire parce qu'on est actif à l'extérieur. On est attentif à l'extérieur, mais absolument plus à l'intérieur. D'où l'importance de pratiquer des activités qui permettent la reconnexion à soi, comme le yoga et la méditation. C'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai choisi de pratiquer ces activités et d'en faire mon métier, parce que je trouve que le potentiel de ces matières est tellement infini que c'est ça que j'ai envie de partager. Et là, pour le coup, ce livre est un peu le grimoire de toutes les facultés que peuvent avoir et la méditation et le yoga dans l'impact sur notre santé. Au chapitre 5, il souligne l'importance de respirer lentement. Là aussi, encore une fois, adopter une respiration lente va avoir pour impact de contrer la rapidité du quotidien, la rapidité de notre anxiété. Plus on respire lentement, plus on invite notre corps à ralentir. Imaginez cette roue de hamster. Si le hamster il court de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, la roue elle continue de rouler, 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 rouler. Mais si le hamster décide de ralentir sa roue, la roue continue de rouler, mais elle roule un peu moins vite et c'est un peu moins stressant. Donc ça lui permet au hamster de se recharger son énergie pour après, quand il a décidé, de courir un peu plus vite. Donc le fait de ralentir n'est en aucun cas synonyme d'être à l'arrêt, parce que quand on ralentit, au contraire, on se recharge. Si vous ne ralentissez jamais, le jour où ça s'arrête, ça s'arrête. Alors que si vous choisissez de ralentir et de vous arrêter, vous travaillez cette mécanique, c'est un véritable entraînement. Et du coup, après, vous pouvez choisir et jauger la cadence. Ah, à ce moment-là, j'ai besoin d'accélérer, donc go, j'y vais. J'ai conscience de ce que je dois faire pour accélérer et j'ai conscience de ce que je dois faire pour permettre à mon corps de ralentir. Et la respiration est un instrument incroyable pour ça, parce que c'est accessible à tous, tout le monde respire. Donc si vous avez bien une arme qui en plus est gratuite, c'est gratuit, prenez soin de vous et respirez juste. L'exercice est simple, vous vous installez, vous pouvez vous trouver assis sur un tabouret, par terre, dans votre voiture, n'importe où, et juste inspirez le plus lentement possible et expirez le plus lentement possible et vous allez voir l'impact que ça a sur votre corps. Vous mettez un timer, si vous n'avez pas le temps, vous mettez le timer d'1 minute. Ne réfléchissez pas parce que le fait de réfléchir à la chose, ça fait perdre une énergie qu'on se dit après, bon bah je le fais pas. Vraiment, vous mettez un timer d'1 minute et vous respirez le plus lentement possible. Si en plus vous fermez les yeux, vous allez voir, au bout d'1 minute, déjà, vous sentez l'impact réel. Donc 1 minute, tout le monde l'a. Parce qu'1 minute, on la perd en faisant n'importe quoi. En scrollant sur les réseaux, en nettoyant un truc en plus qu'on aurait nettoyé n'importe comment un autre jour. Voilà, on a toujours 1 minute dans son quotidien, comme on a toujours 5 minutes. Mais si on se détache de l'idée que s'y mettre, c'est du temps supplémentaire, juste ne réfléchissez pas. Posez-vous, respirez 1 minute et vous allez voir, vous ne regretterez pas. Je vous ferai tout un tas de vidéos sur la respiration, sur des pratiques de respiration, des méditations guidées. Donc tout ça, c'est à venir. Encore une fois, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour vraiment recevoir tout le temps, dès que je publierai des vidéos, les notifications. Parce qu'il va y avoir toute une série qui va arriver. Elles sont déjà pré-tournées pour certaines et d'autres qui vont être tournées. Et n'hésitez pas aussi à me donner des idées s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde en particulier. C'est toujours intéressant aussi de voir ce que vous recherchez. Parce que moi, j'essaie de vous présenter tout ce que j'ai découvert et tout ce que je pratique et tout ce que j'aime. Mais il y a aussi plein de choses que je ne connais pas. Donc, je suis toujours à l'écoute de nouvelles choses pour pouvoir améliorer mon quotidien et pouvoir améliorer aussi mon enseignement en tant que prof de yoga. Est-ce que vous imaginez un samouraï? Vous savez, les samouraïs, ils sont forts, ils sont calmes, ils sont comme indestructibles, ils sont triés sur le volet. Quand on imagine un samouraï, on se dit tout le monde n'est pas samouraï. C'est vraiment quand même un truc un peu spécial. Eh bien, au Japon, la légende raconte que les samouraïs évaluaient la capacité d'un jeune soldat à partir du combat en plaçant une plume sous ses narines. Le soldat devait continuer de respirer, mais si la plume bougeait, il était disqualifié. Dans ce chapitre, c'est le chapitre 6, et il parle de respirer moins. Donc là, on vous illustre en fait la sélection par rapport aux personnes qui respirent ou pas.
Et respirer moins, ça ne veut pas dire ne pas respirer. Ça veut juste dire, au lieu par exemple de faire... c'est de reprendre le contrôle de son souffle pour arriver, au lieu de faire 10 inspirations-expirations, eh bien peut-être en faire 5. Et limite, quand vous respirez, vous sentez qu'il ne se passe rien en vous et c'est limite perceptible. Et ça, pareil, c'est un travail qu'on fait au yoga aussi, notamment quand on est en Shavasana à la fin, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de soi et d'adopter la respiration la plus lente possible pour se reconnecter de manière encore plus intense. Et là, on accède aussi à un autre niveau de conscience et à un autre niveau de contrôle de soi. Quand on est capable de faire ça, derrière, il commence à se passer des choses. Donc, potentiellement, si vous ralentissez votre souffle, vous pouvez prétendre au poste de samouraï. Ça, si vous aimez le Japon, vous pouvez aller devenir samouraï au Japon. Dans le chapitre 7, on nous parle de la mastication. On peut se dire, mais quel rapport entre la mastication et la respiration? Eh bien, sachez que manger des chewing-gums, c'est pas si mauvais que ça. Le fait de mastiquer, ça permet de faire travailler tous nos muscles de la mâchoire et ça permet de mieux respirer encore. Donc là, il écrit « Notre langue ne trouve pas sa place dans notre bouche trop petite. N'ayant nulle part où se mettre, elle retombe dans notre gorge, ce qui nous étouffe à petit feu. La nuit, nous nous étranglons et toussons pour tenter de forcer le passage de l'air. Telle est la définition de l'apnée du sommeil dont souffrent un quart des Américains. La langue est un muscle puissant. Si elle pousse contre les dents, elle peut rompre leur alignement. Si on la dirige vers le haut, Mike pense qu'elle peut aider à agrandir le palais et ouvrir les voies respiratoires. En quelques mois, assurent ses adeptes, leur bouche s'est agrandie, leur mâchoire est plus marquée, ils respirent plus facilement et les symptômes de l'apnée du sommeil disparaissent. Donc, il parle d'un mode d'emploi qui s'appelle le mewing. C'est une technique pour pouvoir agrandir sa mâchoire. Donc, qu'a fait James Nestor? Il a pratiqué ça aussi. Ensuite, il poursuit en disant « Vous, moi, n'importe qui peut développer du nouveau tissu osseux à n'importe quel âge. » Donc ça, c'est positif, ça donne de l'espoir. On se dit « Bon, bah, cool, on n'est pas condamné. » C'est pas juste un théorème inapplicable, c'est vraiment possible de transformer sa vie grâce à des exercices ou à des petites habitudes qui vont avoir un impact réel sur notre respiration. Il dit « Mâcher. Plus nous mastiquons, plus nous libérons de cellules souches, favorisons la densité et la croissance des maxillaires. Plus nous aurons l'air jeunes et respirons librement. » Donc là, encore une fois, à l'ère où tout le monde devient végétarien et où on mange de plus en plus de produits transformés et complètement mous, dès qu'on mange un bout de viande et qu'il faut mastiquer, on le recrache dans un mouchoir ou on l'avale tout rond. Et bien là, la prochaine fois que vous tombez sur un bout de viande tendineux et qui est super dur à mâcher, imaginez que ça peut vraiment muscler votre mâchoire et que du coup derrière, vous allez encore mieux respirer et que c'est hyper positif. Et que vous allez avoir l'air plus jeune plus longtemps. Donc mâchez ce bout de viande dégoûtant avant de l'avaler tout rond. Ce sera plus utile pour votre santé et en plus pour votre digestion. Plus les jeunes enfants passaient du temps à téter, puis à mastiquer, plus leur visage et leur voie respiratoire se développaient. Pour ça qu'on parle des bienfaits de l'allaitement, il y a un impact aussi à ce niveau-là. Une alimentation molle dans l'enfance inhibe le développement des fibres musculaires de la langue, ce qui a pour conséquence que les dents de lait n'arrivent pas à se loger correctement par rapport à un manque de place et donc ce qui entraîne un manque de place aussi pour les dents définitives. Il y a même une docteure dans le livre qui conseille de mâcher de la gomme 2 à 3 heures par jour. Donc quand on culpabilise de manger des chewing-gums parce que ça a un impact sur l'estomac, etc., moi je me dis « Ah bon bah cool, je fais travailler ma mâchoire, donc maintenant j'apprécie. » Je me suis même racheté des chewing-gums. Bon, c'est des chewing-gums qui sont mous parce que dans le livre, il cite une marque de chewing-gum qui est des chewing-gums un peu durs. Je sais pas si vous vous rappelez, genre les Malabar, au bout d'un moment, ils deviennent bien durs et ça devient de plus en plus dur à mâcher. Donc là, pour le coup, il y a un avantage à mâcher des chewing-gums qui sont un peu durs. Même si, ouais, on sait ça fait de l'aérophagie et ça, c'est pas super agréable. Ça a quand même un côté positif. Si vous aimez les chewing-gums, n'arrêtez pas totalement d'en manger parce que ça peut être utile. Notre nez et notre bouche n'ont pas une forme fixée définitivement à notre naissance, pas plus que dans notre enfance, ni même à l'âge adulte. Nous pouvons remonter le temps et par la force de notre volonté réparer les dégâts des 2 ou 3 siècles passés, simplement en adoptant une posture correcte, en mastiquant avec ardeur,
peut-être en pratiquant le mewing. Maintenant que nous avons réglé son compte à l'obstruction, nous pouvons revenir à la respiration. C'est comme ça que s'enchaînent les chapitres en fait. Il part d'une problématique, il la règle et il passe à la suite pour à la fin atteindre vraiment une optimisation de la respiration. Et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est un cheminement, ce livre est un cheminement et c'est vraiment hyper riche en informations et c'est très très bien expliqué. C'est théorisé et c'est derrière expliqué avec des exemples. Donc ça parle vraiment, moi qui n'ai aucune connaissance scientifique, j'arrive à comprendre. Alors des fois j'ai dû relire plusieurs fois les passages parce que c'était pas hyper évident, mais c'est clair, c'est très très clair. Un autre passage assez marquant, il parle de la posture en S, donc le fait que les gens se tiennent moins bien, donc ils arrivent moins bien à respirer. Et en fait, j'ai testé ce qu'il écrit. Donc la posture en S, c'est ça. Donc c'est le dos voûté et le visage qui redescend. Et en fait, si vous respirez, vous vous rendez vite compte qu'on a du mal à respirer. Donc, respirer par la bouche, c'est beaucoup plus simple. Et le fait de réouvrir sa poitrine et de revenir droit, ça remet une respiration normale. Et donc, c'est un cercle vicieux. Les personnes qui ont tendance du coup à se voûter, je suis la première à me voûter. Quand je travaille, je suis comme ça. Mais du coup, le fait de reprendre conscience que la posture a un impact sur la respiration, ça aussi, game changer. J'ai vraiment pris conscience de ça grâce au yoga, notamment grâce aux ouvertures de cœur, parce qu'on est vraiment dans le yoga beaucoup à faire des postures qui partent vers l'arrière et donc la cage thoracique qui s'ouvre et qui permet de réellement mieux respirer. Si vous n'arrivez pas à vous tenir droit, c'est très dur de se tenir droit, on a toujours l'impression de se sentir mal à l'aise, mais au lieu de chercher à vraiment se redresser comme ça, essayez plutôt juste de pousser vos épaules vers l'arrière. Et vous allez voir, vous avez l'impression d'être droit alors que vous n'avez pas changé grand-chose et c'est beaucoup plus simple. C'est difficile parce que nos dos sont pas assez tonifiés. On muscle pas assez notre dos. Et quand en fait vous reculez les épaules vers l'arrière, vous sentez les muscles du dos qui sont en tension. Alors que quand on est comme ça, muscles du dos, tranquille, c'est juste de l'étirement. Mais on a plus l'habitude maintenant d'être étiré que d'être vraiment contracté. Donc pour ça, quand je vous fais faire la sauterelle et que je vous demande de sourire, c'est pour votre bien, c'est réellement pour votre bien. Donc avec le temps, la posture, elle se transforme. Voilà, quand on a la flemme, on est relâché, c'est ok d'être comme ça, il n'y a aucun problème. En revanche, en prendre conscience et de se dire, ok, là, j'accepte, tac tac, je travaille à l'ordi, même si c'est pas super recommandé, bon, c'est pas grave. Mais quand je marche dans la rue, boum, on se redresse en poussant les épaules vers l'arrière, on fait comme si on montait les épaules et on les roule vers l'arrière et déjà là, la posture, elle change totalement. Et vous arrivez mieux à respirer. Conseil posture. Au chapitre 8, il nous parle de respirer davantage et notamment l'impact sur le système nerveux autonome. Et là, du coup, il cite notamment le souffle est un peu comme l'interrupteur d'un vaste réseau, à savoir le système nerveux autonome. Ce système se décompose en deux parties qui occupent deux fonctions opposées. Chacune d'elles est essentielle à notre bien-être. On a le système nerveux parasympathique qui agit sur la relaxation et le repos, et le système sympathique qui nous permet de passer à l'action. Donc, c'est pas un positif et un négatif, c'est vraiment chacun a son impact. C'est vraiment chacun a son rôle. On parle tout le temps de système parasympathique, système parasympathique, système parasympathique, mais le système nerveux sympathique est vraiment tout aussi important parce que c'est lui qui va nous dire fuis face au danger, c'est lui qui va nous mettre le petit coup de stress parce qu'on est en retard et qu'on va rater le train. C'est lui qui va vraiment nous sauver de certaines situations. Là où le système parasympathique va vraiment nous permettre d'atteindre un état de détente et accéder notamment au sommeil, au repos, à la récupération après le sport. Vraiment, du coup, les deux sont à être en équilibre. Si on est trop dans le système parasympathique, c'est pas bon. Et si on est trop dans le système sympathique, c'est pas bon non plus. Donc vraiment, trouvons un équilibre et ne pas tomber dans le piège de je veux apaiser mon système parasympathique jusqu'à arriver dans un état léthargique où on sent qu'il n'y a plus rien qui se passe. Donc là, il présente vraiment des respirations qui correspondent à l'apaisement du système parasympathique. Donc vraiment des respirations lentes et calmes et il les met en opposition avec des respirations beaucoup plus dynamiques de type la respiration qui s'appelle le Tummo où là vraiment on cherche à se réactiver. Donc la question pourquoi se mettre dans une zone de stress? Parce qu'en fait des fois
se remettre dans une zone de stress permet de réactiver tout un système. Et notamment le célèbre Wim Hof, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un type qui se met en slip dans de la neige et dans des bains de glace. Et il y a des gens qui vont payer pour faire des formations pour apprendre à reprendre le contrôle de leur corps. Et en effectuant des respirations, ils arrivent à contrôler leur chaleur corporelle et donc accéder à la résistance face à des états où le corps n'est pas censé résister. Et c'est ça qui est incroyable. Vous vous dites, c'est juste le souffle, c'est juste la respiration. La respiration qui va jouer sur le mental et qui va se transformer dans un cercle vertueux. Donc la respiration lance le mental revient à la respiration. Et en fait, comme ça, on arrive à arriver dans un cercle qui peut être vertueux ou qui peut être destructeur, notamment par rapport à l'anxiété. L'anxiété, vous allez ressentir d'un coup, vous n'êtes pas bien, le souffle il se raccourcit, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez paniquer, donc le souffle va être encore plus court, et là, attaque de panique, et malaise, et voilà. Alors que si quand vous sentez l'attaque de panique arriver, vous dites « Ok, attaque de panique, je sais ce qui va se passer », donc vous contrecarrez direct en adoptant une respiration lente et contrôlée, et bien direct, vous avez un apaisement global. C'est des petites techniques en fait. Quand on comprend l'articulation entre les deux systèmes nerveux autonomes, on voit vraiment l'impact de la respiration. Et c'est vraiment une science, la respiration, c'est vraiment super complexe et super riche. Donc là, moi, je vous passe en rapide le livre, hein, mais il y a des détails et des détails, il y a des explications plus longues. Vous voyez, de tout ce que j'ai surligné, il y a quand même plein de pages que je n'évoque pas. On parle de shoot d'adrénaline, on parle de l'impact sur les pupilles qui se dilatent. Voilà, il y a vraiment plein de détails qui sont apportés dans le livre par rapport aux impacts sur le corps de la respiration. Donc là, il dit quelque chose que j'aime beaucoup. Respirer en conscience, plus lentement, permet de restaurer la communication sur le réseau vagal et nous replonge dans un état parasympathique, l'état de relaxation. Respirer vite et fort, en revanche, inverse instantanément la réponse vagale pour nous placer dans un état de stress. Cet exercice nous apprend à accéder consciemment au système nerveux autonome et à le contrôler, à activer volontairement un état de stress intense. L'objectif de la méthode de Wim Hof, c'est pas de prouver quoi que ce soit, mais c'est de rééquilibrer le corps afin qu'il puisse remplir ses fonctions naturelles. Donc il y a vraiment derrière cette idée de provoquer du stress en soi, de vraiment atteindre un état oublié. Donc là, pour le coup, ça donne envie d'essayer, même si le fait de se mettre dans la neige, voilà, c'est peut-être pas l'envie de tout le monde. Déjà, prendre la douche froide le matin en hiver, bon, ouais, juste essayer de ralentir votre respiration et de l'accélérer à des moments, c'est aussi cool, je trouve. Dans le chapitre d'après, il nous parle de la rétention de notre respiration. Il évoque aussi l'anxiété, donc l'anxiété qui est un phénomène qu'on connaît tous, hein. On a tous été une fois anxieux et des personnes qui sont dans une anxiété chronique. Il dit « L'anxiété est un trouble émotionnel qui se traduit par un sentiment indéfinissable d'insécurité. À la base, il y a toujours une peur de quelque chose. La peur de grossir qui conduit à l'anorexie, la peur de la foule qui conduit à l'agoraphobie, la peur de perdre le contrôle qui contribue aux crises de panique. Une anxiété, c'est une hypersensibilité à une peur perçue. Donc, on a une peur, mais comme on a cette hypersensibilité, on décuple la peur et on perd le contrôle. Au niveau neurologique, anxiété et phobie sont causées par une trop grande activité des amygdales. Et là, ils prennent des cas scientifiques, encore une fois. Ils ont fait des études sur des personnes qui ont des dysfonctionnements des amygdales. Et c'est là qu'ils mettent en avant en fait le rôle de l'amygdale dans les peurs. Et notamment, ils ont fait une expérience sur une petite fille qui avait peur de rien. Mais tellement peur de rien qu'en fait... même une voiture, elle passait n'importe où sur la route, elle n'avait même pas peur de se faire écraser. Et c'est là qu'on se dit, le dysfonctionnement de l'amygdale, qui encore une fois, il y a encore un truc qu'on ne connaît pas, ça joue aussi. Et en fait, l'état de stress, et au-delà de ce qui se passe dans nos vies, il y a aussi un aspect biochimique qui est super intéressant et il explique tout. Au niveau notamment voilà, des apports en CO2 dans notre corps, c'est vraiment hyper détaillé, hyper complet. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans parce que franchement c'est un peu technique et je ne maîtrise pas trop le sujet. Je l'ai trouvé très intéressant, ça m'a ouvert l'esprit sur des choses, mais honnêtement j'aurais du mal à retranscrire avec justesse. Et là on arrive à ce que je préfère. Il note: quantité d'études scientifiques ont montré que la méditation peut changer la structure et le fonctionnement de certaines zones du cerveau, aider à soulager l'anxiété
à améliorer la concentration et renforcer la compassion. La méditation peut faire des merveilles, mais seuls quelques-uns pourront récolter les bénéfices. La plupart des gens qui essaient de méditer finissent par abandonner et passer à autre chose. La méditation de pleine conscience, telle qu'elle est pratiquée le plus souvent, n'est plus adaptée au monde moderne, estime Feinstein. Donc Feinstein, c'est un des scientifiques qui est cité dans le livre. Mais du coup, il parle plus d'une thérapie d'exposition, du coup se confronter à nos peurs et de manière répétée pour pouvoir se désensibiliser. Donc là encore, voilà, il débat là-dessus. Et plus loin, il rajoute, les personnes souffrant d'anorexie, de crise de panique, de troubles obsessionnels compulsifs ont toutes un taux de CO2 trop faible. Et leur peur de retenir leur souffle est supérieure à la moyenne. Pour éviter des crises, elles respirent beaucoup trop. De sorte qu'à terme, elles développent une hypersensibilité au dioxyde de carbone et entrent en panique dès que leur corps détecte une augmentation de ce gaz. Elles sont anxieuses parce qu'elles hyperventilent et elles hyperventilent parce qu'elles sont anxieuses. Donc là, ça revient un peu à ce que j'évoquais avant avec la respiration et l'anxiété. Voilà, il l'écrit. Et derrière, il y a tout un tas d'explications scientifiques liées au CO2. Lui-même aussi, il fait des tests avec des shoots de CO2 pour vraiment comprendre le changement sur son corps. Et vers la fin du livre, quand je disais, il affine de plus en plus son étude de la respiration pour aller vers quelque chose d'encore plus pointu. Une fois qu'il a fait tomber toutes les barrières, là, il dit par exemple, les ondes bêta se transforment en ondes alpha, calmes et méditatives, puis en delta encore plus longues, encore plus basses, qui sont associées au sommeil profond. Donc là, c'est quand il reparle de la prouesse des méditants indiens et qui fait le lien entre la reconnexion entre le corps et l'esprit par la respiration. Donc après, on entend souvent parler de sommeil yogique. C'est un état dans lequel on est actif, mais le cerveau dort. Donc vraiment, la méditation, on a cette impression de, on est assis, on est éveillé, mais à la fois, le cerveau est comme éteint. C'est vraiment un phénomène hyper particulier à décrire. Et enfin, sur la fin du livre, il nous dit « Quand la matière vivante est vibrante, capable d'absorber et de transférer des électrons de façon contrôlée, elle reste en bonne santé. Quand les cellules perdent la capacité de décharger et d'absorber les électrons, elles commencent à dysfonctionner. Retirer les électrons de façon irréversible, c'est provoquer la mort. C'est cette panne d'excitabilité des électrons qui provoque la rouille des métaux ou encore le fait que les feuilles deviennent brunes et tombent. Les humains, eux aussi, rouillent. Quand les cellules de notre corps perdent leur capacité à attirer l'oxygène, leurs électrons ralentissent et s'arrêtent d'interchanger librement avec les autres cellules, ce qui aboutit à une croissance anormale dérégulée. Les tissus se mettent à rouiller comme tant d'autres matériaux, sauf qu'on ne parle pas de rouille tissulaire, on parle de cancer. C'est ce qui explique en partie pourquoi les cancers se développent dans des environnements pauvres en oxygène. Vers la fin du livre, il repart vraiment sur le yoga. Il note le yoga des origines, centré sur le prana, l'assise et le souffle, s'est transformé en une sorte d'exercice aérobie. Cela ne signifie en rien que cette version modernisée du yoga soit mauvaise. Simplement, c'est une pratique différente de celle apparue il y a 5000 ans. De nos jours, environ 2 milliards de personnes pratiquent cette forme contemporaine. Elle les aide à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps avec des muscles plus fermes et plus souples, comme le ferait n'importe quelle technique de musculation et d'étirement. Certaines études ont confirmé les bénéfices du yoga vinyasa et des enchaînements d'asana. Mais qu'avons-nous perdu en cours de route ? Il m'explique que les pratiques du yoga n'ont jamais été conçues pour soigner tel ou tel problème. Elles ont été créées pour que les personnes en bonne santé augmentent leur potentiel, acquérir le pouvoir de se réchauffer sur commande, élargir leur conscience, contrôler leur cœur et leur système nerveux, vivre une vie plus longue et plus riche. C'était mon propos d'introduction et ce sera le propos de fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré faire la lecture de ce livre et préparer cette vidéo pour vous en faire une synthèse. J'ai trouvé le sujet super intéressant et tellement dans le thème de ce que je souhaite proposer sur cette chaîne YouTube qui est en lien avec le yoga, la respiration, avec les cours que je fais en physique et les cours que je suis en train de mettre aussi en ligne. Donc vraiment, c'est la synthèse de tout et c'est aussi un état d'esprit. C'est vraiment avoir envie d'aller mieux et pas forcément attendre
de dépérir pour se dire « Ah tiens, faudrait que je fasse quelque chose pour moi ». C'est vraiment de se dire « Ok, aujourd'hui je suis au top de ma forme et j'ai envie d'être encore mieux et j'ai envie de jouer et j'ai envie d'améliorer mes capacités d'exploiter ce potentiel que j'ai maintenant que je suis en forme et que j'ai toutes les cartes en main pour tout casser ». J'espère que ça vous motive et j'espère que ça vous a donné aussi envie de lire ce livre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ciao!